Alors, je me présente en quelques mots. Je suis Laura Matelot, juriste en droit du travail et médiatrice agréée. Mon rôle est d'accompagner au quotidien les entreprises et les associations dans leurs questions juridiques et organisationnelles, avec un intérêt tout particulier pour la gestion pratique du droit social. À côté de cette activité de consultance, j'enseigne également à la Haute École et j'anime régulièrement des formations professionnelles, ce qui permet de croiser l'approche académique et la pratique de terrain. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette session avec Joël, que je vais laisser se présenter dans un instant. Je vais juste donc vous redemander, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas entendu au début, de bien couper vos micros et vos caméras, s'il vous plaît. Joël, je te cède la parole. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui et si nombreux. Donc, je suis Joëlle Boutefeu. Je travaille chez Securex en tant que senior consultante et plus particulièrement dans les matières d'optimisation salariale et de mobilité, d'où ma présence aujourd'hui. Merci. Donc, pour commencer, Joël, comment définirais-tu la mobilité dans le monde du travail aujourd'hui ? Oui, alors la mobilité, c'est un concept assez large. Quand on parle de mobilité, c'est vrai que ça couvre plusieurs aspects. Alors, ça englobe plusieurs types de trajets. Les trajets domicile-lieu-travail, bien sûr, les trajets purement professionnels, mais dans certains cas, et je pense à la voiture de société, également les trajets privés. Et ça implique aussi différents modes de transport. On parle de voiture, on parle de vélo, de transport en commun, de marche quand on vient travailler à pied. Ça s'inscrit dans un cadre légal assez réglementé au niveau des indemnités, au niveau de la fiscalité, de la sécurité sociale. Et on retrouve même parfois, quand on parle de mobilité, des aspects télétravail, puisque en effet, le télétravail permet de réduire le nombre de déplacements domicile-lieu-travail, de réduire donc les émissions CO2 et on en parlera beaucoup aujourd'hui, et de réduire donc les embouteillages. Merci. Et donc, quels sont les impacts sur l'entreprise ? Alors, les impacts sont multiples. La mobilité dans une entreprise, ça a un impact sur les coûts pour l'entreprise. On y reviendra également quand on parlera de la voiture de société, notamment. Ça a un impact aussi sur le bien-être des collaborateurs, sur leur stress. Il est évident que quand un collaborateur passe 1 heure dans les embouteillages le matin pour venir travailler, ça occasionne du stress, de la fatigue. Ça a un impact également sur la vie, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle du travailleur. Bien sûr, ça a un impact sur l'environnement. Je parlais déjà des émissions CO2, on y reviendra encore. Mais également, il ne faut pas l'oublier, sur l'attractivité de l'entreprise et également la flexibilité salariale. En fait, dans le cadre du webinaire ce matin, on va principalement s'attarder sur les voitures de société, sur le budget mobilité, le vélo, le cash for bike. Et du coup, dans le cadre de ces différents éléments, on va justement parler un peu plus des impacts de la mobilité en entreprise. D'accord, merci Joël. Et ces dernières années, quelles sont les grandes tendances qu'on a pu observer en matière de mobilité pour les travailleurs ? Oui, alors voilà. Alors si on reprend les chiffres et notamment l'enquête BIMOB qui a été faite qui est faite régulièrement par le SPF Mobilité, il est évident que la crise sanitaire a eu des effets sur la mobilité. On peut également, ce qui est très intéressant, c'est noter la notoriété du vélo qui continue sa progression. Donc ça, c'est vraiment très marquant. Et l'évolution la plus marquante concerne le vélo électrique. Le nombre d'utilisateurs est passé de 24 à 29%, donc vraiment une très grande progression du vélo électrique. Par contre, par rapport au vélo, il y a une question de sécurité qui se pose. Les utilisateurs des vélos se questionnent beaucoup par rapport à ça.
54% des répondants estiment en effet que le vélo est le mode de transport le moins sûr. Donc là, voilà, les autorités peuvent très certainement agir à ce niveau, au niveau des pistes cyclables, etc. Alors, quant au train, ben là, malheureusement, seulement 9% des répondants utilisent le train au moins une fois par semaine. Et dans ces 9%, on constate que c'est principalement les plus jeunes, 18-24 ans, qui utilisent ce mode de transport. Et finalement, malgré l'émergence de ces solutions de mobilité de plus en plus larges, eh ben, la voiture en Belgique reste le pilier de la mobilité. Selon une étude Polaris, 89% des ménages possèdent au moins un véhicule, même si on remarque aussi une évolution. 28% des familles qui disposent de plusieurs voitures envisagent éventuellement de réduire leur flotte. En fait, on remarque que malgré tout, les pressions liées au changement climatique s'intensifient. Et si la moitié des Belges utilisent leur voiture tous les jours, ils se rendent compte évidemment que ça a un impact sur l'environnement. Et de ce fait, on remarque, évolution aussi importante, c'est l'électrification des flottes, l'électrification du parc. Ça fait partie des évolutions également les plus visibles. En 2025, 39% des Belges déclarent envisager l'achat d'un véhicule électrique et malgré les freins, on les connaît, on en a tous entendu parler. C'est quoi? C'est le coût élevé des voitures électriques, l'autonomie qui est souvent jugée insuffisante, la rareté des bornes de recharge à proximité du domicile. C'est des freins dont on parle beaucoup. Je tiens juste à rajouter qu'il y a quand même une évolution assez importante depuis 2-3 ans, que ce soit sur justement l'autonomie des véhicules électriques, mais également sur les bornes de recharge. Il y a de plus en plus de bornes de recharge en Belgique. Et alors, donc, les particuliers, on le comprend, suite à ces freins, ils hésitent encore à passer à l'électrique. Par contre, les entreprises accélèrent, elles, et la part des véhicules électriques dans les flottes des entreprises est passée de 17% en 2024 à 32% en 2025. Donc, on remarque qu'en 2 ans, près de la moitié des parcs automobiles vont être électrifiés, puisqu'on est à 34%, mais ça évolue très, très vite. On verra également que, évidemment, c'est les incitants fiscaux qui ont fait grandement évoluer les choses à ce niveau. Et puis également, tendance, le budget mobilité, on y reviendra très certainement, Laura, plus tard. On remarque que malgré tout, malgré l'existence et la mise en place de ce budget mobilité, celui-ci a peine à convaincre. 66% en ont entendu parler, c'est déjà une bonne chose. C'était pas le cas il y a quelques années, mais seuls 5% utilisent effectivement ce budget mobilité. Et de nouveau, on constate que c'est plus spécifiquement les jeunes qui sont enclins à répartir ce budget entre vélo, remboursement de prêts, etc., etc. Côté entreprise, 50% ne prévoient toujours pas d'implémenter le budget mobilité, mais je suppose qu'on y reviendra aussi tout à l'heure, Laura. L'idée est de l'idée du gouvernement, est d'imposer ce budget mobilité aux entreprises qui proposent des voitures de société. Et puis enfin, dernière tendance, c'est l'IA et la digitalisation qui ont un impact grandissant en matière de mobilité. Donc, c'est très important puisqu'on va avoir des flottes connectées et tout ce qui est carte de recharge, station de recharge intelligente permet une gestion efficace des flottes. Ça permet également une optimisation de la consommation d'énergie et l'amélioration de la sécurité. On a également, mais ça depuis un petit temps déjà, depuis l'émergence du budget mobilité, des solutions pratiques pour gérer intelligemment les budgets mobilité. Merci. Je suis étonnée que seulement 66% des entreprises aient entendu parler du budget mobilité. Effectivement. Oui, je pensais que c'était plus
peut-être pas plus utilisé, mais en tout cas mieux connu des entreprises. Et quels seraient donc les bénéfices d'une stratégie de mobilité mieux pensée? Oui, alors pour le budget mobilité, en effet, c'est les raisons aussi pour lesquelles l'accord de gouvernement, on le verra plus tard, souhaite l'imposer. 66%, tu as raison de le noter, n'est pas un chiffre encore très élevé. Alors une mobilité, ben, les bénéfices, évidemment, on les connaît, j'en ai un peu parlé lors du début de cette présentation. Ben, une attractivité accrue de l'employeur. Hein. Proposer des solutions de mobilité flexibles, ben, c'est répondre aux attentes des talents qui veulent, on le sait, de plus en plus de flexibilité, hein, que ce soit par rapport à leur lieu de travail, que ce soit par rapport à leur salaire et donc à la mobilité, bien sûr. Ça permet de réduire les coûts aussi. Et ça, on y reviendra. Une flotte automobile optimisée et l'instauration de modes de transport doux peut réduire les coûts liés aux voitures de société, au carburant, au stationnement, etc., etc. Et puis, mettre en place une mobilité durable, ça démontre aussi un engagement de l'entreprise en faveur du développement durable et ça contribue aux objectifs de RSE, responsabilité sociétaire des entreprises. Puis ça permet une meilleure qualité de vie, on en a déjà parlé, moins de stress dans les embouteillages, moins de fatigue, et puis ça permet simplement de se conformer, on y reviendra, mais à la réglementation. Et donc ça, c'est les bénéfices pour les employeurs. À côté de ça, il y a aussi des bénéfices pour les collaborateurs, ils ont une liberté de choix, hein, comme on l'a dit. Ils font des économies aussi personnelles s'ils ont une voiture de société, bien sûr, ou un vélo qui est mis à disposition. Ça leur permet d'avoir une meilleure santé, on en a déjà parlé, et c'est moins chronophage, parfois, pas toujours, hein, quand on utilise les transports en commun, mais parfois, effectivement, utiliser le transport en commun ou le vélo peut parfois être plus rapide que la voiture. D'accord, merci. Et tu as évoqué à plusieurs reprises donc, les objectifs du gouvernement. Oui. Quels sont les changements à venir concernant les voitures de société et le budget mobilité? Oui, alors soyons clairs, hein, l'objectif du gouvernement est le suivant. D'ici 2026, toutes les nouvelles voitures de société devraient être neutres en carbone. Et il fallait donc trouver un incitant très fort pour rendre ces voitures plus attrayantes. Les voitures électriques, hein, j'entends. Et le précédent gouvernement a misé sur 3 axes principaux. Alors, d'une part, la déductibilité fiscale totale uniquement pour les voitures électriques. Donc ça, c'est un grand changement et ça peut engendrer des coûts supplémentaires si vous avez encore des voitures à moteur thermique. D'autre part, des incitants fiscaux pour l'installation de bornes de recharge et la simplification du budget mobilité. Alors en effet, le budget mobilité a déjà évolué depuis sa mise en place. Hein. Le précédent gouvernement a supprimé la condition relative aux travailleurs. Il a également, augmenter le nombre de kilomètres domicile, lieu de travail pour le remboursement de l'emprunt hypothécaire ou du loyer. Donc, hein, on est passé de 5 à 10 kilomètres. Et alors, donc maintenant, le gouvernement actuel, il faut savoir que vous l'avez sans doute lu, parce qu'on a pas mal de questions à ce sujet. L'accord de gouvernement de janvier 2025, pardon, je suis déjà en 2026. L'accord de gouvernement de janvier 2025 prévoit que dès 2026, le budget mobilité deviendra obligatoire pour toutes les entreprises qui proposent déjà des voitures de société. Hein. Alors, ça a fait couler pas mal d'encre. Comme je dis, j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. Cette mesure s'inscrit bien évidemment dans une volonté d'encourager une mobilité plus souple et plus respectueuse de l'environnement. Alors, est-ce que ces mesures sont déjà officielles? J'insiste là-dessus. Pas encore. D'accord? Donc, il s'agit ici d'une mesure de l'accord de gouvernement qui n'est pas encore transposée dans la législation. Donc, d'ici la fin du processus législatif, la mesure peut encore changer. Hein, c'est en discussion à l'heure actuelle. Mais, malgré tout,
c'est inscrit dans l'accord de gouvernement, donc ça sera sans doute appliqué. Comment exactement, à partir de quand exactement, on ne sait pas, mais il faut en tout cas se préparer, il faut y penser. Et quels sont les, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, quels sont les grands principes du budget mobilité que donc chaque employeur devrait connaître? Oui, effectivement. Alors, pour rappel, le budget mobilité, c'est un budget, comme son nom l'indique, qui est calculé sur une base annuelle. C'est très important. Souvent, il y a un amalgame qui est fait. On a l'impression que c'est un montant mensuel, mais non, c'est bien un montant annuel que l'employeur peut octroyer à son travailleur comme alternative à la voiture de société à laquelle il peut prétendre, afin d'avoir accès à des modes de service transport durables. Donc, on va transformer le coût patronal de la voiture de société en un budget, et avec ce budget, le travailleur va pouvoir faire des choix dans 3 piliers. Quels sont ces 3 piliers? Pilier 1, c'est une voiture respectueuse de l'environnement. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Pilier 2, c'est transport durable, transport en commun, vélo, etc. Et sont assimilés au transport durable justement également, je l'ai déjà évoqué, le remboursement de l'emprunt hypothécaire ou remboursement du loyer, si certaines conditions sont remplies. Et le pilier 3, c'est le solde. Tout ce qui n'a pas été utilisé en pilier 1 et ou 2 sera payé en décembre ou plus tard en janvier de l'année suivante aux collaborateurs. Alors, l'objectif du budget mobilité, bien sûr, c'est de diminuer le nombre de voitures de société. On sait que les voitures de société sont très, très présentes en Belgique. Donc, c'est de diminuer le nombre de voitures de société, mais également de veiller via ce pilier 1 à ce que les voitures de société qui sont encore en circulation soient moins polluantes. Et donc, le travailleur va pouvoir choisir librement de quelle manière il va répartir son budget mobilité parmi les 3 piliers. Il peut combiner une voiture non polluante avec des modes de transport durables, etc. Et comme je l'ai dit, donc dans le cadre de l'accord de gouvernement, plusieurs réformes importantes ont été annoncées concernant le budget mobilité. Donc, jusqu'à présent, la décision de permettre, d'implémenter le budget mobilité dans l'entreprise, c'était une décision de l'employeur, mais cette liberté de choix donc devrait disparaître et ça serait imposé aux travailleurs qui mettent à disposition une voiture de société. Les travailleurs, eux, resteront libres d'opter pour la solution de mobilité qui leur convient le mieux. Et autre modification également, comme je dis, ils sont en train de discuter, donc je vous fais part un peu des discussions en cours. Il faut savoir qu'actuellement, le système du budget mobilité n'est accessible qu'à l'employeur qui a déjà, qui met à disposition des voitures de société depuis au moins 36 mois. D'accord? Et cette condition est aussi appelée à disparaître de nouveau, de manière à ce que le budget mobilité soit plus attractif, soit plus accessible. Et puis enfin, certaines règles devraient être renforcées. J'ai parlé du pilier 1. Je vous ai dit que le pilier 1, c'était le choix d'une voiture de société respectueuse de l'environnement. Qu'entend-on par respectueuse de l'environnement? Jusqu'à présent, c'était donc une voiture qui était, dans tous les cas, plus écologique que celle que le travailleur avait auparavant, mais également qui ne dépassait pas 95 grammes de CO2. À partir de maintenant, le pilier 1, ce sera uniquement des voitures électriques. Dernier point, et j'ai eu également pas mal de questions à ce sujet, à plus long terme, le gouvernement souhaiterait élargir le budget mobilité à l'ensemble des travailleurs. Donc, y compris ceux qui n'ont pas droit à une voiture de société. Et donc, cette réforme permettrait à chacun d'opter pour une solution de mobilité plus adaptée à sa situation personnelle, sans cette condition préalable d'avoir une voiture de société. Sachez que ce changement, cette modification législative ne sera pas prévue, c'est pas prévu pour tout de suite, mais c'est la volonté du gouvernement à plus long terme. Et bien sûr, toutes les modalités du calcul
calculs de ce budget sont encore à définir. On vous tient bien sûr au courant. D'accord, merci. Et les règles actuelles, justement, par rapport à la fiscalité, pour les véhicules de société? Oui, c'est très important effectivement parce que ces règles changent régulièrement. On s'y perd, on peut s'y perdre un peu. Alors, par rapport à l'employeur, vous le voyez sur le slide ici. Donc, il est bien ici question de l'employeur. La voiture de société a un impact à 3 niveaux. Au niveau de l'impôt des sociétés et donc de la déductibilité de ces voitures à l'impôt des sociétés. Au niveau de la cotisation de solidarité, pour rappel, la cotisation de solidarité, c'est une cotisation qui est payée par l'employeur à l'ONSS lorsqu'il met une voiture à disposition des travailleurs. Et puis la TVA. Alors, la TVA, il n'y a pas de nouvelles règles. Donc, a priori, la partie de la TVA non déductible concernant les voitures, c'est 65%. Bon, il y a aussi d'autres régimes, mais dans 95% des cas, 65% de la TVA sera non déductible. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce point-là. Par contre, je vais prendre un peu plus de temps pour expliquer ce premier point, la déductibilité à l'impôt des sociétés. Donc, je vais commencer par les véhicules dont l'acquisition a eu lieu entre le 1er juillet 2023 et le 31 du 12 2025, donc jusqu'à fin de cette année. Vous le voyez dans le tableau adaptation des limites de la déductibilité fiscale. En effet, la déductibilité, je parle ici des véhicules à moteur thermique. J'insiste, donc pour les véhicules à moteur thermique, la déductibilité est limitée au maximum à 75% en 2025, à 50% en 2026 et à 25% en 2027. Et ces véhicules ne seront plus du tout déductibles en 2028. Donc, on parle ici des véhicules acquis entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025. À partir de 2028, ils ne seront plus déductibles du tout à l'impôt des sociétés. D'accord ? Pour les voitures à moteur thermique qui seront commandées à partir de 2026, dans ce cas, il n'y a plus aucun droit à la déduction. D'accord? Donc, c'est très important. Par contre, les véhicules électriques commandés avant le 1er janvier 2027 restent déductibles à 100%. Par contre, s'ils sont commandés après le 1er janvier 2027, là également, la déductibilité va être diminuée jusqu'à 67,5% en 2031. Donc, on voit ici vraiment l'importance de repenser à sa flotte automobile en tant qu'entreprise à l'heure actuelle, puisqu'il y a pas mal de changements en cours. Deuxième point, c'est la cotisation de solidarité. Alors, la cotisation de solidarité est également en augmentation. Le montant minimal non indexé augmente et en plus, depuis le 1er juillet 2023, la cotisation de solidarité doit être multipliée par un facteur que vous voyez ici sur l'écran. Donc, on voit à partir du 1er janvier 2028, au moins 5,5, le facteur est de 5,5. Je rappelle que la cotisation de solidarité est également appelée cotisation CO2, et donc elle est calculée notamment sur l'émission CO2 du véhicule. Plus votre véhicule, plus vos véhicules, vos voitures de société ont une émission CO2 élevée, plus donc la cotisation de solidarité sera élevée et je rappelle qu'elle va être multipliée par un certain facteur. Donc ça également, c'est très important. Dernier point, si tu me permets, Laura, c'est les hybrides. Alors, les hybrides rechargeables commandés à partir du 1er janvier 2026 perdront également leur déductibilité fiscale. Alors là, il y a eu un peu des allers-retours. Le gouvernement de Wever avait pourtant prévu dans son accord de coalition un assouplissement de la fiscalité des hybrides. Mais finalement,
il n'en reste rien de ces projets. Donc également, c'est pour des raisons de sanctions européennes, hein, le gouvernement a à nouveau modifié, je dirais, le retour en grâce fiscale des hybrides. Seuls les indépendants en nom propre pourront bénéficier de cet assouplissement, mais donc les entreprises, pour les entreprises qui ont des hybrides rechargeables, celles-ci aussi, si elles sont commandées après le 1er janvier 2026, elles perdront leur déductibilité. Juste un dernier point, je n'ai pas parlé de l'ATN, mais donc ça, c'est par rapport à l'employeur, par rapport au travailleur. On le sait tous, hein, le travailleur, lorsqu'on met à disposition une voiture de société, il doit payer un avantage de toute nature, un ATN, qui est également calculé sur l'émission CO2. Donc forcément, plus l'émission CO2 du véhicule sera élevée, plus l'ATN du travailleur sera élevée. D'accord, merci. Je note donc qu'il faut commander une nouvelle voiture électrique avant 2027 pour profiter d'une bonne déductibilité. Je note ça à l'agenda. Parfait. Et au niveau des enjeux actuels pour les employeurs, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on l'a déjà évoqué, mais je pense que c'est toujours bon de les rappeler. Il faut attirer les talents. On est en guerre des talents, hein, on le sait. Ça implique de s'adapter aux besoins des travailleurs. On a des travailleurs de plusieurs générations qui ont des besoins différents. Hein. C'est très marquant. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à tout type de travailleurs et notamment à leur demande de flexibilité. Un travailleur de 50 ans ne va pas avoir les mêmes besoins qu'un travailleur de 25 ans, ni les mêmes valeurs, ni les mêmes croyances. Donc, c'est vraiment important de pouvoir attirer tout type de talents. On l'a vu également, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, Laura, quand on parlait des nouvelles tendances, on voit que les tendances des jeunes travailleurs ne sont pas du tout les mêmes que les tendances des travailleurs plus âgés. On voit qu'en tout cas, les travailleurs de plus de 50 ans, notamment, ne sont pas prêts à échanger leur voiture de société dans le cadre d'un budget mobilité. Donc, il faut vraiment s'adapter il faut s'adapter aux différents types de collaborateurs. Ça, c'est une chose. L'autre chose, et on vient de le voir, c'est maintenir les coûts salariaux sous contrôle. Les voitures de société à moteur thermique représentent un coût de plus en plus important pour l'employeur. Et donc, adopter une stratégie de mobilité diversifiée, hein, vélo, voiture électrique, transport en commun, etc., mais ça permet à l'employeur de maîtriser ses dépenses. C'est très important. Et puis, il faut adapter son entreprise à toutes les nouvelles mesures qui existent dans cette matière et qui sont assez nombreuses. C'est des réglementations européennes, c'est des réglementations belges. Les législations évoluent énormément. Fiscalité verte, zone à faible émission, incitant pour véhicules électriques, obligation de reporting, etc. Donc, les employeurs doivent rester attentifs et rester et suivre ces réglementations pour rester conformes. On vous y aide bien évidemment, hein, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter pour ça. Et puis, il faut répondre aussi aux enjeux environnementaux et également, je dirais, donner une image responsable de l'entreprise, de son organisation. Merci. Et j'aimerais rebondir sur la mobilité durable dont tu as parlé tout à l'heure également. Quelles sont les options que les entreprises utilisent actuellement pour encourager cette mobilité durable ? Alors, on voit, et c'est lié aux tendances dont j'ai parlé tout à l'heure, on voit qu'il y a énormément d'employeurs qui encouragent l'usage du vélo. Voilà, c'est évidemment une bonne chose, hein, on en a déjà parlé de tous les bénéfices. Alors, comment faire pour encourager l'usage du vélo ? De nouveau, de plus en plus d'employeurs mettent en place un système de salary sacrifice, hein, donc c'est-à-dire ou cash for bike, hein, donc c'est-à-dire qu'ils permettent aux travailleurs d'échanger une partie de leur salaire contre un vélo. C'est possible aussi de le faire pour une voiture, notamment. Alors, dans ce cas, pensez plus à une voiture électrique, une voiture à moteur thermique, hein, mais c'est aussi possible de le faire pour une voiture. Ce système du cash for bike, ça représente un atout écologique, bien sûr, mais c'est également bénéfique pour les travailleurs, pour la santé des travailleurs. Attention cependant à ce salary sacrifice, ce cash for bike.
Alors, ça paraît c'est intéressant pour l'employeur parce que c'est un coût neutre, au lieu de donner le salaire, de verser le salaire au travailleur, à la place du salaire, le travailleur aura un vélo, mais il y a malgré tout des règles dont il faut tenir compte. Notamment, il faut respecter le barème du travailleur, jamais échanger plus de 20% de la rémunération. Enfin voilà, il y a aussi des règles au niveau des documents juridiques. Donc si voilà, vous voulez mettre en place un tel système, n'hésitez pas à revenir vers nous. J'aurais tendance également à ajouter que c'est important de prévoir, pour faciliter l'usage du vélo, de prévoir éventuellement des parkings vélos, de prévoir des douches, des vestiaires, etc. Tout ça peut faciliter l'usage du vélo dans l'entreprise. Et puis, bien sûr, le budget mobilité. On voit que malgré tout, il y a de plus en plus, et surtout depuis l'accord de gouvernement, il y a de plus en plus d'entreprises qui implémentent déjà un budget mobilité. On l'a déjà vu, c'est de toute façon très 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 bénéfique, en tout cas pour la rétention des travailleurs, puisque ça permet une plus grande flexibilité quant au package salarial, je dirais, du travailleur. On le voit encore dans le slide ici, ça lui permet de faire des choix de mobilité. Troisième tendance, j'ai également énormément de demandes par rapport à l'électrification de la flotte automobile. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, on a vu l'intérêt bien sûr. Ça implique une réflexion, évidemment. J'entends bien que ça ne se fait pas forcément de manière comment dire, bâclé. Il faut réfléchir à tous les aspects de l'électrification de la flotte, c'est-à-dire le total cost of ownership du véhicule, la charge du véhicule, les bornes de recharge. Est-ce que l'employeur va payer les bornes de recharge à mettre à disposition des travailleurs? Est-ce qu'il va placer des bornes de recharge dans l'entreprise? Donc, c'est vrai que toute cette nouvelle car policier électrique, je dirais, demande quand même une réflexion assez importante. Voilà. Merci. Et pour revenir donc sur le budget mobilité, d'après toi, quels sont ses atouts et ses limites? Voilà, alors les limites, oui, il y en a, et c'est sans doute ce qui limite l'impact et l'adhésion au budget mobilité. Donc, alors, on parle souvent de complexité administrative. Alors là, j'avoue que je pense que l'idée qu'on a de cette complexité administrative vient plutôt d'une méconnaissance du budget mobilité, puisque finalement, le budget mobilité peut être mis en place via une simple, entre guillemets, policy, et pour les travailleurs intéressés, une annexe au contrat de travail. Mais donc, je pense que un des freins, donc, c'est surtout la méconnaissance du budget mobilité. Tu l'as relevé tout à l'heure, Laura, seuls 66% des entreprises connaissent le budget mobilité, savent ce que c'est, et même quand elles savent ce que c'est, parfois il y a des idées fausses qui circulent encore. L'autre frein, c'est le calcul du budget en tant que tel. Le budget mobilité, donc on l'a vu, c'est une conversion de la voiture en un budget. Comment est-ce qu'on calcule le budget? On calcule ce budget en Total Cost of Ownership, TCO. Donc, c'est le coût patronal de la voiture qui va être transformé en budget. Et ce calcul n'est pas évident malgré, tu le sais, malgré la mise en place d'un arrêté royal qui a prévu 2 formules. Malgré tout, ce calcul reste assez complexe. Alors, il y a aussi la gestion du budget mobilité. Forcément, plus on offre de flexibilité aux travailleurs, plus cela demande une gestion. Il faut savoir malgré tout qu'il y a des plateformes qui permettent de faciliter cette gestion. Mais je reviens quand même sur les atouts, j'insiste là-dessus, une plus grande flexibilité, une plus grande personnalisation. Donc ça, c'est quand même des éléments que je tiens à souligner. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret? Oui, bien sûr. Donc, alors, il faut savoir que le budget mobilité, je le répète, j'insiste, c'est un budget annuel. Donc, et ce budget annuel ne peut pas dépasser 16 875 €. Donc, le TCO du véhicule annuel ne peut pas dépasser 16 875 €. Il ne peut pas dépasser 20% de la rémunération brute annuelle, la rémunération x 13 s'il y a un 13e mois.
Alors, imaginons que voilà, vous avez un travailleur dans l'entreprise, vous lui avez octroyé une voiture de société, vous avez implémenté le budget mobilité. Le travailleur en question décide effectivement de convertir sa voiture en un budget. On calcule le montant du budget et le TCO du véhicule est de 7 500 euros. Ça veut dire que ce travailleur a un budget annuel de 7 500 euros qu'il va pouvoir dépenser dans les 3 piliers que vous avez à l'écran. Il décide de consacrer ce budget à l'achat d'un vélo en janvier, par exemple. Le vélo coûte 2 500 euros TVA comprise. On va donc déduire ces 2 500 euros des 7 500 euros de budget mobilité. Il lui reste 5 000 euros et donc ces 5 000 euros, il décide de les consacrer au remboursement du prêt hypothécaire. J'en profite juste pour rappeler les conditions. Il ne peut utiliser ce budget dans le remboursement de son emprunt hypothécaire que si soit il habite à moins de 10 km à vol d'oiseau de son lieu de travail, soit il exerce au moins 50% de télétravail. Et donc, les 5 000 euros restants, on peut les diviser en 12 pour les 12 mois restants. Ça fait à peu près 416 euros par mois et qu'il va consacrer au prêt hypothécaire. Dès lors, il ne lui reste plus de pilier 3, il ne reste plus de solde. Si cela avait été malgré tout le cas, il aurait dans ce cas eu le paiement du solde en décembre, au plus tard en janvier, après déduction de 38,07%. Donc le pilier 3, c'est le pilier le moins optimisant, je dirais. Alors, par rapport à cet exemple, il ne faut pas oublier de demander les justificatifs. Donc ici, pour le vélo, la facture. Pour l'emprunt hypothécaire, justificatif de cet emprunt à son nom, etc. Il faut effectivement encoder en tant qu'employeur, donc c'est une responsabilité de l'employeur, encoder ces montants. Et dans le budget mobilité, le travailleur doit toujours avoir la possibilité de savoir où il en est dans ce budget mobilité. Et au niveau du traitement social et fiscal, il n'y a pas de NSS et pas de précompte professionnel sur les avantages choisis, à part le pilier 3, mais sur le pilier 2, il n'y en a pas. Donc, c'est effectivement très intéressant et très optimisant. Merci. Et pour les entreprises et les personnes qui participent, quels sont les points clés que tu pourrais nous donner pour construire une politique de mobilité qui soit cohérente et attractive? Oui, alors je suis contente que tu parles de politique de mobilité et pas de politique voiture ou de car policy, parce que effectivement, je pense qu'il faut passer de la car policy à la mobility policy, donc de la politique voiture à une politique de mobilité, comme tu l'as très bien dit. Et donc intégrer plusieurs options, pas seulement la voiture, mais intégrer bien sûr, la voiture électrique, la charge, les bornes de recharge, etc., mais éventuellement le vélo, le cash for back dont on a parlé, éventuellement les transports publics, le budget mobilité. Pourquoi pas un cash for car pour les personnes qui n'ont pas de voiture de société, qui souhaitent avoir une voiture de société. Donc vraiment repenser, ne plus penser politique voiture, mais penser politique mobilité, l'adapter à tous les profils, au profil des collaborateurs. Et évidemment, faire cela, donc mettre en place cette politique de mobilité et puis la communiquer clairement aux travailleurs et accompagner au changement. Ça, c'est vraiment très, très important, accompagner, ne pas juste communiquer cette nouvelle politique, mais prévoir éventuellement des workshops, des communications claires, voilà, pour donc préparer ces travailleurs à ce changement. Merci. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des erreurs ou des pièges à éviter? J'aurais tendance à dire mettre en place justement une politique trop rigide, pas assez flexible. Justement, ne pas bien communiquer, ne pas bien former les travailleurs. Je me rends compte qu'il y a énormément de freins par rapport à l'électrique et par rapport au budget mobilité. Donc, ça vaut vraiment la peine de communiquer, de voir si ces freins sont réels ou pas. Parfois, on a des idées qui s'avèrent fausses. Donc, la communication est très importante.
Et alors, j'aurais tendance à aussi, comme dernier point, comme dernière erreur, mais sous-estimer parfois les coûts qui sont cachés, notamment au niveau de la recherche quand on met en place des véhicules électriques, la fiscalité, donc bien penser à tous les coûts éventuels. D'accord, merci. Il nous reste quelques petites minutes. 3 conseils clés pour améliorer la mobilité dès à présent. Alors, j'aurais tendance à dire, écoutez les besoins des collaborateurs. Ça, c'est important, établir une grille de mobilité selon vos collaborateurs. Effectivement, si vous avez des commerciaux, si vous avez des consultants, ils ont besoin très certainement de leur voiture pour aller voir le client. Donc ici, partir sur des véhicules électriques. À côté de ça, des personnes qui sont en back-office, plutôt privilégier le vélo plus les transports publics, etc. Donc, écouter les besoins des collaborateurs et également adapter la mobilité aux différents types de collaborateurs. On l'a dit, revoir la carte policy, donc ne plus parler de carte policier, parler de politique de mobilité, en incluant des options durables et puis se faire accompagner, je pense, pour la mise en œuvre, que ça soit via des experts, que ça soit via des outils également. Ça me semble essentiel. Merci. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Oui, c'est ça, je suis en train de regarder les. Excusez-moi, j'étais un petit peu dans les questions. Pas de souci, pas de souci. On peut passer aux questions s'il y en a pas mal. Okay. Bien, je vais commencer avec donc Cédric qui nous demande comment rembourser au plus juste, donc au niveau euro-kilomètre, les collaborateurs qui ont une borne à domicile, pardon, au niveau du kilowatt. Oui, très bonne question. Effectivement, on a une circulaire assez récente, je n'ai plus la date exacte, mais par rapport au remboursement de l'électricité, il faut savoir que vous pouvez tout à fait rembourser selon les tarifs publiés sur le site de la CREG. Il faut savoir que ces tarifs se font par région et par trimestre, donc il faut rester au courant, je dirais. Mais donc, c'est un forfait qui a été accepté par l'administration fiscale. Donc, vous pouvez très bien vous baser sur les tarifs de la CREG. Donc, généralement, juste pour rappel, les travailleurs qui ont une voiture de société avec une borne à domicile, donc à chaque fois qu'ils chargent leur véhicule, soit ils passent une carte, etc. Mais on sait différencier évidemment l'électricité qui va vers le véhicule et cette électricité est alors remboursée, comme je le disais, sur base des tarifs de la CREG, qui sont des tarifs par région et par trimestre. Merci. Et également, plusieurs fois, la question qui ressort au niveau vraiment de la fiscalité des bornes de recharge en tant que telles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors la borne de recharge en tant que telle, c'est compris dans l'ATN, tout comme en fait quand on avait les voitures de société, quand les voitures de société à moteur thermique, la carte essence est compris dans l'ATN du véhicule. Là, de la même manière, le placement de la borne de recharge ainsi que les coûts d'électricité sont également compris dans l'ATN du véhicule. Donc, il n'y a pas, je dirais, d'avantages de toute nature supplémentaires pour les travailleurs. Alors, maintenant, la borne de recharge va être déductible pour l'employeur. Donc, voilà, ça n'a pas de tracas par rapport à ça. Et l'électricité également est déductible pour l'instant à 100% pour l'employeur. Merci. Nous avons également Nathalie qui demande donc quid des employés qui disposent déjà d'un véhicule et qui décident d'opter pour le budget mobilité. Qu'advient-il du véhicule ? Oui. Alors, et quand s'appliquera donc du coup le budget mobilité ? Oui, tout à fait. Alors voilà, prévoyez effectivement qu'il faut arriver en fin de leasing avant de demander l'octroi du budget mobilité. C'est généralement ce qui est prévu dans les entreprises, bien sûr, parce que sinon, en tant qu'employeur, vous allez vous retrouver avec des voitures de société sur votre parking. Donc, l'idée ici vraiment du budget mobilité, c'est que le travailleur, au moment où il fait son choix
d'une voiture de société, ben, il décide, ben, non, finalement, je ne veux pas la voiture de société, j'opte pour un budget mobilité. Donc, c'est vraiment à la fin du leasing ou à la fin de la période de mise à disposition. Et de même, il n'est pas prévu que l'employeur puisse chaque année changer d'avis. Ah ben, tiens, cette année, je veux une voiture de société, l'année prochaine, un budget mobilité, puis de nouveau une voiture de société, etc. C'est pas le but, évidemment. Donc, c'est vraiment en fin de leasing, il dit, ben voilà, moi, finalement, je décide de ne plus opter pour une voiture de société, de convertir cette voiture de société en un budget mobilité et de faire les choix donc entre les différents piliers. Merci. J'ai ensuite, notre entreprise a tenté d'introduire un budget mobilité il y a 2 ans, mais nous sommes heurtés à des blocages administratifs concernant le calcul du TCO. Ouais. Des simplifications sont-elles prévues pour rendre le système effectivement donc applicable par les entreprises? Oui, alors effectivement, je l'ai dit, on en a parlé dans les freins au budget mobilité, ce TCE, c'est un des freins qui a été relevé. C'est pas évident, oui, parce que le coût employeur, alors je vais le résumer, voilà, le coût employeur, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr le prix du leasing. TVA non déductible compris. Donc, les 65% de TVA dont j'ai parlé tout à l'heure doivent être inclus. Donc, leasing, 65% de TVA. Mais il faut également tenir compte des entretiens et des assurances. Mais généralement, c'est compris dans le leasing. Il faut tenir compte des règles de déductibilité. Donc, si le véhicule auquel il a droit selon la politique voiture et une véhicule à moteur thermique, ben, ça veut dire que c'est un coût supplémentaire pour l'employeur puisqu'elle n'est pas à 100% déductible. Donc, il faut rajouter ce coût également. Il faut rajouter la cotisation CO2 puisqu'on l'a vu, c'est un coût pour l'employeur. Donc, tous ces coûts viennent s'ajouter. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident de calculer le budget mobilité. Et alors, vient s'ajouter également, encore plus délicat, c'est le coût justement de l'essence, puisque généralement, quand vous mettez une voiture de société à disposition des travailleurs, vous mettez également une carte essence à disposition des travailleurs. Comment calculer ce coût essence? Alors, la question posée, vous disiez que vous avez essayé d'implémenter le budget mobilité il y a 2 ans. Alors, je n'ai plus la date exacte des arrêtés royaux, mais je pense que depuis, il y a justement l'arrêté royal qui a défini des formules de calcul du TCO. Bon, la formule ne simplifie pas totalement le calcul du TCO puisque finalement, elle ne fait que reprendre entre guillemets les éléments dont j'ai parlé. Par contre, au niveau de l'essence, elle met en place une formule qui permet un calcul du coût de l'essence selon le nombre de kilomètres domicile-lieu de travail. Donc, alors, vous allez me dire, lorsque vous avez 100 véhicules de société, faire ce calcul pour chaque travailleur n'est pas forcément évident. Sachez cependant que de nouveau, on l'a vu, le budget mobilité est en discussion et je pense qu'ils savent très bien que c'est un des freins, que ce calcul du TCO est complexe. Et donc, je pense que l'objet, c'est aussi de simplifier ce calcul TCO. Maintenant, sachez qu'on peut bien sûr vous aider à calculer ce TCE, c'est également notre travail et donc mettre en place un système aussi de TCO, peut-être par catégorie de fonctions. Moi, c'est ce que je conseille aussi à nos entreprises, à mes clients de faire, puisque finalement, dans votre politique voiture, vous avez souvent des montants par catégorie. Eh ben, pour le budget mobilité, on peut également transformer ces montants de votre policy voiture en montant TCO. Donc, ça vaut la peine, en tout cas, d'en discuter. Je pense que ça vaut la peine quand même de revoir tout ça et de repenser à implémenter un budget mobilité. Merci beaucoup. J'ai une autre question qui en relie une autre. Donc, il y aurait une question et une sous-question. Quelles sont les différentes étapes à suivre pour mettre en place un budget mobilité au sein d'une société qui n'en a pas encore? Et sous-question pour une entreprise qui n'a pas encore de voiture de société non plus en place.
Je vais commencer du coup par la sous-question pour une entreprise qui n'a pas encore de voiture de société en place. Ben ça, vous ne pouvez pas le faire actuellement puisque, comme on l'a dit, la condition des 36 mois est encore d'application. Alors, elle va sans doute être supprimée, mais pour l'instant, à l'heure où je vous parle, elle est encore d'application. Donc, ça veut dire que vous devez mettre déjà des voitures de société depuis 36 mois au moment de l'implémentation du budget mobilité. Alors, si tel est le cas, pour implémenter un budget mobilité, vous devez tout d'abord rédiger une politique budget mobilité dans laquelle vous allez définir les règles du calcul du TCO, notamment les règles par rapport aux piliers. Alors, j'en profite pour dire que vous ne devez pas obligatoirement proposer, par exemple, le pilier 1. Vous êtes obligé de proposer en tant qu'employeur le pilier 2 et 3. Et parmi le pilier 2, vous pouvez aussi faire des choix. Hein. Donc, voilà, donc ça sera défini dans votre politique budget mobilité. Une fois que celle-ci a été rédigée, vous devez la communiquer aux travailleurs. Les travailleurs intéressés doivent démontrer de leur intérêt, enfin montrer leur intérêt par écrit, ça peut être par mail, en disant ben voilà, moi je suis intéressé, comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'ils sont au moment du choix, hein, lorsqu'ils sont en fin de leasing. Alors pour ce travailleur-là, vous allez lui indiquer le montant de son budget mobilité annuel et ensuite vous allez signer une annexe à son contrat de travail pour terminer donc. Merci. Alors ici, autre question. Si l'employeur accorde déjà un budget annuel de mobilité, alloué en pilier 1 ou en budget fédéral de mobilité, l'employeur peut-il également rembourser des notes de frais liées à des déplacements professionnels ou financer une borne? C'est une très bonne question en fait. Ça va dépendre de la manière dont vous avez calculé le TCO et le budget mobilité. Alors, j'entends par là que si dans le calcul en tant que tel de votre budget mobilité, vous avez déjà inclus les déplacements professionnels, vous ne pouvez pas en plus rembourser les déplacements professionnels. Si par contre ces déplacements professionnels ont été exclus du calcul du budget mobilité, vous allez pouvoir rembourser en plus les déplacements professionnels. Il s'agit bien ici des déplacements purement professionnels et pas des domiciles de travail, puisque ceux-là ne peuvent pas être remboursés lorsque vous octroyez un budget mobilité. Donc, tout va dépendre de ce que vous avez inclus ou non dans le budget mobilité. Alors, par rapport, par contre, au pilier 1, et donc la voiture, effectivement, vous pouvez, dans le pilier 1, calculer également le placement de la borne de recharge et donc déduire cette borne de recharge du montant du pilier 1. Oui. Merci. Et alors ici, j'ai une autre question aussi intéressante. On rebondit sur ce qu'on a discuté tout à l'heure avec le budget annuel. Quid si un travailleur sort de l'entreprise fin janvier et qu'il a dépensé, par exemple, 2 500 € pour l'achat d'un vélo début janvier? Quid du vélo? Doit-il le rembourser ou comment ça se passe dans ce cas-là? Oui, très bonne question. C'est aussi une question qu'on a assez régulièrement. Alors j'aurais tendance à dire que le travailleur qui part fin janvier, qui a déjà dépensé tout son budget mobilité, ça reste peu fréquent, mais ça peut tout à fait arriver et c'est prévu par le législateur. Hein, donc oui, parce qu'on l'a dit, le budget mobilité, c'est un budget annuel. Donc dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, il a 7 500 € de budget mis à sa disposition annuellement. Il peut très bien dépenser tout son budget en janvier. Voilà, il part fin janvier. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, parce que le budget, dans ce cas, est proratisé. Hein, comme le budget annuel, si le travailleur entre dans le système du budget mobilité en cours d'année ou s'il sort du budget mobilité en cours d'année, on va proratiser ce budget mobilité. Donc, dans l'exemple que tu donnes, Laura, le travailleur n'aura pas 12/12e de son budget mobilité, mais il aura 1/12e de son budget mobilité, évidemment, donc ce qui réduit fortement les choses. Eh ben, le législateur a simplement prévu un remboursement par le travailleur. Donc, c'est vraiment prévu dans la législation. Donc, dans ce cas, effectivement, le travailleur devra compenser et devra payer ce qu'il a dépensé en surplus, je dirais. Merci. J'ai une autre question un peu plus pratico-pratique, mais quid des contrats de leasing pour des véhicules thermiques donc, qui sont en cours afin de proposer des voitures électriques et ce, donc, avant justement les délais
fiscalement plus intéressant. Oui, ça effectivement, c'est très pratique. J'aurais tendance à vous dire, voir avec votre leaser ce qu'il est possible de faire. Bon, idéalement, évidemment, c'est de pouvoir arriver en fin de leasing avec ces voitures à moteur thermique pour ensuite changer. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait ce webinaire aussi aujourd'hui pour attirer votre attention et dire, voilà, petit à petit, changer votre flotte, ne commandez plus de véhicules à moteur thermique, mais commandez des véhicules à moteur électrique à partir de maintenant, en tout cas, pour les voitures qui arrivent en fin de leasing. Bon, voilà, c'est sûr que pour lorsqu'on arrive, je ne sais pas, en 2027, que vous avez encore des leasings de véhicules à moteur thermique, ça, j'aurais tendance à dire, voir avec votre leaser ce qu'il est possible de faire, parce que oui, la déductibilité de ces voitures va être fortement réduite et donc ça va engendrer des coûts supplémentaires énormes pour l'entreprise, oui. Merci. Elle nous demande également ici une confirmation. Est-ce que le budget mobilité doit être le même pour toutes les personnes occupant une fonction de même niveau, comme par exemple plusieurs directeurs, et que chacun d'entre eux fait la répartition sur les 3 piliers? Alors non et non. Donc non. Le budget mobilité, justement, c'est personnel et c'est ça qui complique les choses. C'est ça qui rend le calcul parfois difficile. Parce que le budget mobilité, il diffère selon la voiture à laquelle il aurait eu droit et selon l'essence qu'il aurait dépensée, vous voyez, qu'il aurait consommé. Donc, c'est personnel. Maintenant, j'aurais tendance à vous dire que généralement, il est évident que vos travailleurs d'une même catégorie vont avoir le même type de véhicule. Hein? Donc, il est évident que tous vos directeurs vont avoir des voitures d'une certaine catégorie. Donc, le TCO sera très certainement d'un certain montant également et sera sans doute très proche. Mais non, vous n'avez pas l'obligation d'octroyer le même montant. Le montant, justement, dépend de la voiture qui est convertie et de l'essence qui aurait été consommée. Donc, ça, c'est pour la première question. Et la deuxième, c'était, ah oui, est-ce qu'ils doivent forcément faire des choix dans les 3 piliers? Alors non, comme j'ai dit, vous n'êtes même pas obligé en tant qu'employeur de proposer le pilier 1 et ils peuvent faire les choix qu'ils souhaitent. C'est la flexibilité parmi les propositions qui sont faites dans la politique budget mobilité. Et donc, il est évident que chaque travailleur peut faire les choix qu'il souhaite. Maintenant, si votre question, je suis en train de réfléchir et je me dis, est-ce que votre question, c'était est-ce que je dois proposer les mêmes choix en tant qu'employeur à tous mes travailleurs? Alors, d'une même catégorie, ça oui. Hein, les choix doivent être les mêmes pour tous les travailleurs d'une même catégorie. Par contre, vous pouvez prévoir des choix différents selon des catégories de fonctions différentes qui peuvent s'expliquer par rapport à leur fonction. J'ai souvent des clients qui disent, oui, ben voilà, moi j'ai des commerciaux. Les commerciaux, ils ont besoin de leur voiture, donc je ne peux pas leur dire échanger votre voiture contre un vélo. Ils n'ont pas la possibilité d'aller chez les clients en vélo. Pareil pour les consultants. Donc, vous pouvez aussi exclure ces travailleurs du budget mobilité et dire, voilà, le budget mobilité s'applique aux travailleurs de mon entreprise, mais pas pour les consultants et les commerciaux qui, eux, c'est un outil de travail, ils ont besoin de leur voiture pour aller chez le client, par exemple. J'allais venir, c'est justement une question qui est pas mal revenue dans le chat et que j'allais poser, avec justement des commerciaux et des personnes qui ont besoin d'un véhicule pour. Tout à fait. À l'heure actuelle, vous pouvez les exclure du budget mobilité. Donc, vous pouvez tout à fait, dans votre politique budget mobilité, dire, ben voilà, le budget mobilité s'applique à telle catégorie de collaborateurs. Et donc, vous excluez par là les commerciaux, les consultants qui, oui, vous le dites, ont besoin de leur voiture. Je vous parle toujours des règles actuelles du budget mobilité. Je ne sais pas ce qui est prévu par la suite, mais bien sûr que c'est quelque chose qui a été relevé et donc c'est quelque chose que vous, à mon sens, vous aurez toujours la possibilité d'exclure certains travailleurs du budget mobilité. Merci. Alors encore une question, il nous reste 1 minute, mais c'est de nouveau quelque chose qui est revenu quelques fois. Quid des travailleurs qui n'ont pas le permis ou qui n'ont pas de véhicule et qui viennent uniquement à pied? On est totalement d'accord qu'on peut tout à fait leur octroyer également un budget pour d'autres Bien sûr. modes.
Tout à fait, pour autant que vous respectiez en tant qu'employeur les conditions, c'est-à-dire que vous avez mis à disposition d'au moins un travailleur de voiture de société, une ou des voitures de société depuis au moins 36 mois. Bah, effectivement, ce travailleur, on a eu le cas d'ailleurs chez Securex, hein, une consultante qui n'avait pas son permis, qui a opté pour le budget mobilité. Et voilà, elle a choisi parmi les différents piliers du budget mobilité. Donc, on parle bien d'un véhicule de société au sein d'une entreprise et pas d'un véhicule Oui. de société par travailleur de l'entreprise. Tout à fait, effectivement, tu fais bien de le relever. Il faut que l'employeur ait mis à disposition d'un ou plusieurs travailleurs, un ou plusieurs véhicules de société, mais pas forcément pour ce travailleur-là, bien sûr, puisqu'il y a des travailleurs qui n'ont jamais eu de véhicule de société ou qui arrivent dans l'entreprise en disant, voilà, dans mon package, je vois bien, dans mon package salarié, je vois bien qu'il y a un véhicule de société, mais je ne souhaite pas cette voiture de société, je souhaite un budget mobilité. Merci beaucoup, Joël.